Bonjour et bienvenue sur un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui une application jurisprudentielle de la notion d'harcèlement sexuel. En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 mai 2017, numéro de pourvoi 15 19 300, sur la qualification d'agissement et leur reconnaissance en termes d'harcèlement sexuel. Il nous a paru intéressant d'évoquer cette jurisprudence parce que peu d'affaires en fait sont présentées devant les juges sur les fondements d'harcèlement sexuel et l'interprétation que fait la Cour de cassation ici et les conséquences que nous pouvons en tirer nous paraissent particulièrement intéressants. L'intérêt de ce litige réside dans le fait que le contentieux prend naissance avant 2012, sous le régime de la loi ancienne. En effet, l'article L 1153-1 du Code du travail, qui définit l'harcèlement sexuel, a fait l'objet d'une modification en 2012, le 6 août 2012 précisément. La rédaction de l'article L 1153-1 du Code du travail, antérieur à 2012, précisait que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. Notez le terme pluriel, les agissements, supposait qu'un agissement unique, isolé, ne pouvait pas caractériser un harcèlement sexuel. Et les juges ont très régulièrement mis en œuvre cette décision, considérant qu'un acte isolé ne pouvait pas être constitutif d'harcèlement sexuel. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2017, se libère totalement de la lettre du texte, considérant qu'un fait unique peut suffire à caractériser un harcèlement sexuel. En l'espèce, une salariée se plaignant d'un coup de soleil auprès de son employeur s'était vue répondre « Venez dormir avec moi dans ma chambre, cela vous permettra de vous faire du bien ». Ouvrez et fermez les guillemets, bien évidemment. Ce simple comportement a été considéré par le juge de la Cour de cassation comme étant constitutif d'harcèlement sexuel. La Cour de cassation accède ainsi aux volontés du législateur, puisque depuis le 6 août 2012, l'article L 1153-1 définit le harcèlement sexuel à deux niveaux. D'une part, soit des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétée, c'est la petite blague, c'est l'envoi d'un mail, tout comportement répété à connotation sexuelle. D'autre part, sera également assimilé à du harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but d'obtenir pour soi ou pour un tiers des faveurs sexuelles. Cet arrêt nous enseigne par ailleurs un autre point important. En cas d'harcèlement sexuel, la victime peut obtenir réparation de deux préjudices distincts. La première réparation est celle du préjudice lié du harcèlement sexuel lui-même. Bien évidemment, il s'agit d'un comportement interdit, aucun salarié ne devant subir des faits d'harcèlement sexuel ou moral. L'agissement est bien évidemment répréhensible et sanctionnable. Le salarié, deuxièmement, pourra également bénéficier de la réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Puisque aucun salarié ne doit subir des faits d'harcèlement, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne fait pas tout pour interdire ou arrêter des agissements de ce type. Attention, malgré tout, la réparation de ces deux préjudices suppose, comme c'est déjà le cas pour le harcèlement moral, la preuve de l'existence de ce double préjudice. Comme je le disais précédemment, nous avons en fait paradoxalement assez peu d'affaires autour du harcèlement sexuel et c'est assez regrettable. Malgré tout, cette décision de la Cour de cassation nous montre bien qu'un employeur doit être très vigilant dans ses comportements, très vigilant dans ses actions, puisque nous avons une application stricte du texte actuel. Toute pression grave, même non répétée, peut être assimilée à du harcèlement sexuel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom social sur Contalia.